Mais qu'est-ce qu'il passe en Espagne? Comment s'apporte la situation politique en Espagne et pourquoi assiste-t-on autant de tensions dans la rue et aussi sur les réseaux sociaux? La vidéo d'aujourd'hui, oui, sera un bref résumé de la situation politique en Espagne, répondant à deux questions telles que pourquoi le pays est-il si divisé? Ces problèmes a-t-il une solution? Tout commence avec les élections générales de juillet 2023. En réalité, un peu avant. La plupart des sondages disent que la majorité, c'est pour le Parti populaire, Partido Popular, qui en Espagne est un parti conservateur aux tendances libérales qui représente généralement la droite et le centre droit. La plupart des sondages disent également que le Parti populaire pourrait gouverner en alliance avec Vox, qui en Espagne représente le secteur le plus nationaliste et conservateur. Autrement dit, son leader, Santiago Pascal, serait quelque chose de similaire à Le Pen en France ou Bolsonaro au Brésil. Cependant, le jour des élections, il y a eu une surprise. Le Parti populaire a été le parti le plus voté, oui, mais la somme du Parti populaire et Vox n'y donnait pas assez de chaises pour gouverner, même en tenant compte de certains alliés potentiels parmi les partis régionalistes tels que l'Union du peuple navarre ou la coalition des îles Canaries. Mais est-ce que cela signifie que Pedro Sánchez avait le champ libre pour gouverner? Pas du tout. Les calculs électoraux étaient très capricieux et le Parti socialiste, dirigé par Pedro Sánchez, n'avait pas non plus la tâche facile pour gouverner. Si Pedro Sánchez voulait redevenir président, il devait gagner les soutiens de nombreux partis politiques de diverses idéologies. Alors, d'une part, il y avait Sumar, une plateforme regroupant une combinaison de partis de gauche tels que la Izquierda Unida, la Gauche Unie, Podemos, Nous Pouvons ou Más País, plus pays. D'autre part, il y avait le Parti basque, à la fois le Parti nationaliste basque, un parti de centre-droite conservateur, et Bildu, qui représente la gauche abertzale, c'est-à-dire le mouvement indépendantiste basque de gauche. Sánchez avait également besoin de soutien du bloc nationaliste galicien, une partie nationaliste de gauche d'Esquerra Republicana, la gauche républicaine, un parti également de gauche défendant l'indépendantisme catalan. Jusqu'ici, tout était relativement maîtrisé. Le PSOE de Sánchez avait déjà obtenu dans le passé le soutien ou l'abstention de tous ces partis et avait même réussi à négocier le budget général de l'État avec eux. Le problème était que cette fois-ci, le PSOE avait également besoin du soutien de Junts per Catalunya, une partie indépendantiste catalan de droite dirigée dont l'ombre par Carles Puigdemont, qui est actuellement en fuite de la justice espagnole en Belgique. Mais pourquoi? Puigdemont était le président de Catalogne et dirigeait le mouvement indépendantiste catalan. Le 1er octobre 2017, un référendum d'indépendance a eu lieu en Catalogne, que le gouvernement espagnol a considéré comme illégal, suite à la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne par le Parlement catalan le 26 octobre 2017. Le gouvernement espagnol a pris des mesures pour destituer le gouvernement catalan et prendre le contrôle de la région. Pour éviter d'être arrêté par les autorités espagnoles, Puigdemont décidait de se rendre en Belgique où il initialement restait. La Belgique lui a offert l'asile temporaire et Puigdemont a argumenté que sa vie et sa liberté étaient en danger en Espagne en raison des accusations de rébellion et de sédition portées contre lui. Depuis lors, l'ancien président de la Généralitat de Catalogne a manœuvré dans l'ombre depuis la Belgique. Sánchez et son parti se sont mis au travail pour gagner les soutiens de différents partis et leur promettant divers engagements. Passons en revue ce qu'il a promis à chaque parti. Avec Sumar, le PSOE a practisé sur la réduction de la journée du travail d'une demi-heure par jour, passant de 40 à 38,5 heures par semaine en 2024 et après en 2025 36,5. Ils ont également promis d'augmenter les salaires minimums interprofessionnels dans les ans suivants en garantissant le statut de travailleur qui représente 60% du salaire moyen ainsi que d'autres mesures telles qu'un plan choc contre le chômage de jeunes, l'approbation du statut du stagiaire, l'établissement d'un maximum légal pour les listes d'attente dans le système de santé publique, la généralisation de l'éducation de 0 à 3 ans et l'augmentation des impôts sur les revenus les plus élevés, sur les banquiers et sur les entreprises énergétiques. Au PNV, les partis que nous avons dit sur le droit du Pays basque, on a promis de transférer les compétences en attente au gouvernement basque dans un délai de 2 ans. De nouvelles compétences pour la SAINA, la police autonome basque, et 100 millions pour l'adaptation de l'euskera à l'heure numérique. En revanche, avec l'autre parti basque, Bildu,
début, le PSOE s'est limité à annoncer l'extension des droits sociaux et économiques de travailleurs basques et de l'État dans la consolidation de politiques favorisant la paix et la coexistence démocratique au Pays basque. Ainsi, l'ouverture d'un débat sur la plurinationalité de l'État et les droits nationaux de notre peuple. Au bloc nationaliste galicien, le PSOE a promis que tout pardon de dette à la Catalogne sera appliqué à la Galice de manière proportionnelle. De plus, 5 tribunaux spécialisés dans la violence conjugale seront créés dans plusieurs villes galiciennes, avec des réductions sur les autoroutes. Aussi, un plan d'améliorer de routes et de chemins de fer en Galice est également envisagé, ainsi que l'autonomie de la Galice, y compris les transferts de certaines compétences à l'état de la Junta, le gouvernement local. Les PSOE également concluent un accord avec la coalition canarienne, quelque chose de plutôt inattendu, qui inclut l'exécution de toutes les amendes convenues avec la coalition canarienne dans le budget de l'État de 2023 avant la fin de l'exercice budgétaire. Cependant, tout cela n'était que le début. Il restait le problème le plus difficile à résoudre, obtenir le soutien des indépendantistes catalans. Alors que ce Esquerra Republicana était quelque peu plus facile, ce de Junts ne l'était pas autant et que demande ce parti. Essentiellement, 3 choses. La première est proposée par Esquerra Republicana et concerne le transfert de compétences supplémentaires de l'État au gouvernement de la Généralitat, le gouvernement de Catalogne. La plus importante d'entre elles est avoir le contrôle de Rodalies, qui sont le train de courte distance de la Catalogne. Une autre mesure proposée par Esquerra est le pardon de 15 000 millions d'euros de dettes que la Généralitat de Catalogne a envers l'État espagnol. Autrement dit, cela représente 20% de dettes catalanes envers l'Espagne. Cela est fait parce que les Catalogne est la communauté autonome la plus endettée et a un grand problème de déficit. Cet accord sera entendu à toutes les communautés autonomes. Cependant, cela crée un précédent dangereux car cette remise de chute peut inciter les gouvernements autonomiques à dépenser son contrôle dans le seul but d'obtenir des votes et en récompense les communautés qui sont endettées davantage au détriment de celles comme Madrid qui ont fait leur devoir et ne sont pas beaucoup endettées. Et on y va avec la troisième grande mesure que le PSOE a acceptée, cette fois si avec Junts, et ce qui a suscité le plus de controverses. Une amnistie pour tous les impliqués dans le procès, c'est-à-dire une loi qui pardonne à tous ceux qui ont commis certains délits liés au processus d'indépendance de la Catalogne. À l'origine, l'amnistie devait inclure la création d'une commission parlementaire chargée de veiller à ce qu'aucune action de lawfare ne soit entreprise. Le lawfare n'est rien d'autre que l'utilisation de voies judiciaires à des fins politiques. Autrement dit, ce que les PSOE et Junts voulaient, c'était qu'un groupe de députés puisse influencer les décisions judiciaires. Cependant, la plainte de toutes les associations de juges d'Espagne a conduit à ce que finalement la loi d'amnistie n'inclut rien à ce sujet. Mais l'amnistie inclut, c'est l'annulation de toute responsabilité pénale, administrative et comptable, y compris la malversation de fonds publics utilisés pour promouvoir le référendum et le processus. Le texte prévoit certaines exceptions, telles que le crime de lésion grave, les crimes dirigés contre les intérêts financiers de l'Union européenne ou les crimes motivés par des raisons de race, de genre, d'orientation sexuelle ou bien d'autres. La loi d'amnistie mettrait également fin à l'exil de Carles Puigdemont et d'autres dirigeants indépendantistes et permettrait à Oriol Junqueras de retourner à la politique. Environ 300 personnes bénéficieront de l'amnistie, auquel s'ajoutaient 63 policiers impliqués dans cette procédure par la répression violence du référendum de 2017. Les personnes impliquées dans l'affaire Tsunami démocratique et l'affaire de CDR, pour lesquelles le parquet demande une mise en accusation pour terrorisme, sont également amnistiés. En fait, pour ceux qui se posent la question, non, ceux qui ont été emprisonnés ne seront pas indemnisés par l'État espagnol. Une particularité de l'amnistie est qu'en cas de nouveau procès, il y aurait à nouveau de délit, car elle est éliminée au événement survenu entre 2002 et 2023, de sorte que les comportements futurs ne sont pas pardonnés. Pour le plus progressiste du pays, cette amnistie a été accueillie comme une
une manière de repartir à zéro et d'apaiser les tensions pour améliorer la coexistence entre le mouvement indépendantiste catalan et le reste des Espagnols, bien que certains voix de la gauche aient critiqué le fait qu'ils puissent pardonner des délits liés à la malversation et au détournement des fonds publics. Mais aussi, pour les plus conservateurs, cela a été perçu comme une véritable trahison et comme un acte tyrannique de la part de Sánchez. Cette indignation est d'autant plus grande que Sánchez a mis pendant la campagne électorale qu'il mettrait en œuvre cette amnistie et a même affirmé qu'elle était inconstitutionnelle. Pour toutes ces raisons, la droite s'est mobilisée dans toute l'Espagne, encouragée par les Partido Popular et Vox. Madrid était l'épicentre de protestations. C'est précisément dans la capitale espagnole, devant la chaise du PSOE, que les protestations les plus fortes et violentes ont eu lieu. Mais il y a aussi des groupes radicaux, qu'avec des idéologies néo-nazies, ont affronté violemment la police. Alors que l'Espagne se dirige vers une nouvelle législature de Sánchez, la droite continuait de se mobiliser contre le président. Cela entendu, nous continuerons à vous informer. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de raison dans cette crise? Merci beaucoup pour regarder ces vidéos et n'oubliez pas de suivre Mémoire de Poison en YouTube.